Il arrive souvent en application que la fonction qu'on veut maximiser ou minimiser, ça peut représenter une fonction profit en économie ou une fonction coût, peu importe, mais ça arrive souvent que les variables du problème, donc c'est la fonction d'une fonction qui dépend de n variables, que les variables du problème ne sont pas toutes indépendantes, qu'elles doivent satisfaire certaines contraintes. Okay? Donc, ça peut être des contraintes de faisabilité, des contraintes liées au montant de ressources qui sont disponibles, ainsi de suite. Alors, je laisse ça à vos profs d'économie à vous parler plus en détail. Nous, ce qu'on va faire dans cette capsule ici, c'est de poser de manière abstraite un problème d'optimisation d'une fonction, mais sujette à une contrainte qui doit être satisfaite entre les variables du problème. Alors, comment est-ce qu'on résout ce problème d'optimisation-là? Alors, dans cette capsule ici, on va introduire une méthode qui s'appelle la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Et puis, on va voir que c'est une méthode essentiellement qui est une conséquence du théorème de la fonction implicite qu'on a vu déjà là 2 mois passés. Alors ici, moi, je vais exposer ou présenter la matière dans le cas très simple d'une fonction qui dépend juste de 2 variables. Mais sachez que tout ce que je vais faire dans cette capsule ici s'étend très facilement pour des fonctions qui vont de Rn vers R et avec plus qu'une contrainte. Fait que je vais vous présenter le cas le plus facile afin d'illustrer les concepts importants sous-jacents à la théorie ici. Donc, on commence avec une fonction de R2 vers R dérivable et puis dans R2, j'ai une courbe C. OK, qui est définie ou déterminée de manière implicite par une équation de la forme g de xy égale à 0. Alors, vous pouvez imaginer, par exemple, si c'était un cercle de rayon 2, g pourrait être la fonction x carré plus y carré moins 4. Hein, donc, dans ce cas-là, la courbe C serait l'ensemble des points qui sont tels que x carré plus y carré moins 4 égale à 0. Ou bien sûr, x carré plus y carré égale à 4. Okay? Mais en général, donc, on a une certaine courbe que j'ai représentée ici comme une courbe fermée, mais ce n'est pas nécessaire que ce soit une courbe fermée. Ça pourrait être un segment de courbe, et puis qui est donné de manière implicite par une équation qui fait intervenir x et y. Alors, je n'ai pas une courbe qui est y en termes de x ou x en termes de y. Okay? C'est une courbe implicite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre dans la fonction f ici, là, je ne vais pas mettre tous les points x, y, mais seulement les points qui sont sur cette courbe-là. Je vais voir cette courbe ici comme étant une contrainte qui doit être satisfaite entre les variables x et y. Donc, les variables x et y ne sont pas libres indépendamment l'une de l'autre. Elles doivent se retrouver sur cette courbe ici qu'on considère comme étant la courbe de la contrainte. Et puis, on se pose la question suivante. Si je regarde la fonction f sujette à cette contrainte-là, qu'est-ce que la valeur maximale ou la valeur minimale que f prend sur cette courbe ici? Okay? Donc, je vais maximiser, minimiser la fonction f sujet à la contrainte que les points x, y doivent être sur cette courbe C-là. OK, vous voyez le problème? Donc, un point important, c'est que essentiellement, on va être obligé de considérer cette fonction ici, f restreinte à la courbe C. Donc, c'est un symbole qui veut dire que dans la fonction f, je considère juste les points qui sont sur la courbe C. Et puis, il va falloir que je trouve une manière de trouver les points critiques de cette fonction-là afin de pouvoir trouver les candidats pour les max et les min. Puis, le problème, c'est que ces points critiques de cette fonction ici, a priori, n'ont aucun lien avec les points critiques de f tels qu'on les a vus dans la capsule précédente. Okay? Donc, trouver les points critiques de ceci, en général, c'est un problème qui est complètement différent que trouver les points critiques de f
pur et simple. Okay? Donc, on va voir à mesure qu'on avance pourquoi c'est le cas. Alors, le théorème principal avec lequel on va travailler dans cette capsule, c'est le théorème suivant, que vous pouvez voir comme étant le théorème des multiplicateurs de Lagrange, mais dans le cas particulier où on a une fonction qui dépend de deux variables, puis juste une contrainte. Donc, on a un ouvert, une fonction qu'on va voir comme étant la fonction que l'on veut optimiser. En optimisation, on parle de la fonction objective. Et puis, une autre fonction, toutes deux qui sont de classe C1, mais que G, je vois comme étant la fonction qui me donne la contrainte entre x, y. Alors, le théorème dit, prenons un point x0, y0 qui est sur la courbe C, un point tel que le gradient de G ne s'annule pas, OK? Et un point tel que f restreinte à C possède un extrémum par rapport aux autres points de C. OK? Alors, c'est un point critique, si on veut, de f restreint à C. Alors, il existe un nombre réel lambda, qu'on appellera le multiplicateur de Lagrange, qui va être tel que, quand j'évalue le gradient de f au point x0, y0, ça va être un multiple scalaire, ce multiple-là étant donné par lambda, du gradient de g au point x0, y0. OK? Et puis, aussi, bon, ben, x0, y0, en plus, ça doit être bien sûr un point sur C, donc doit satisfaire l'équation g égale à 0. Alors, quand vous voyez ceci comme étant un problème algébrique à résoudre, en fait, il y a trois inconnus ici. Hein? Tu as l'inconnu x0, y0, puis lambda aussi, on ne sait pas c'est quoi. On sait qu'il en existe un, mais on ne le connaît pas. Donc, il y a trois variables inconnues, x0, y0 et lambda, mais il y a aussi trois équations cachées ici. Celle-là, puis dans celle-ci, c'est une équation vectorielle. Alors, il faut que là, il y a deux composantes. Hein, donc, la première composante ici, la dérivée partielle de f par rapport à x, doit être égale à lambda fois la dérivée partielle de g par rapport à x, et la dérivée partielle de f par rapport à y doit être égale à lambda fois la dérivée partielle de g par rapport à y. Donc, effectivement, j'ai un système avec trois équations, trois inconnues. Donc, on devrait être en mesure de pouvoir trouver des solutions de ce système d'équations-là. OK? Donc, le théorème dit, si vous voulez chercher les candidats possibles pour les extrémums de cette fonction ici, vous devez trouver les solutions de ce système d'équations ici. Hein? Donc, ce lambda-là, comme je disais, on l'appelle le multiplicateur de Lagrange. Alors, la démonstration, je vais y aller rapidement parce que je vais la présenter parce qu'elle fait intervenir un des théorèmes importants qu'on a vu dans ce semestre ici, c'est le théorème de la fonction implicite. Puis on va voir comment est-ce qu'on arrive à cette conclusion ici en utilisant le théorème de la fonction implicite, puis en utilisant cette hypothèse ici. Donc, on commence avec le fait que, étant donné que le gradient de G n'est pas nul, par hypothèse, ça veut dire qu'il y a une des deux composantes de ce gradient-là qui n'est pas égale à 0. Alors, supposons, sans perte de généralité, que c'est la dérivée de G par rapport à Y qui est non nulle. Hein, donc, l'argument serait complètement symétrique si c'était dg dx qui était non nul. Okay? Donc, je présente juste l'argument dans ce cas ici. Donc, on suppose que ça, c'est vrai. Alors, par le théorème de la fonction implicite, je peux résoudre l'équation g égale 0 pour y en termes de x. Okay? Donc, la courbe que j'ai ici, là, je suis à un point où est-ce que je peux résoudre l'équation, là, g égale à 0 comme pour y en fonction de x. Donc, je peux considérer cette portion de courbe ici comme le graphe de la fonction y égale à ce que j'écris ici comme h de x. Donc, par le théorème de la fonction implicite, on peut résoudre g de xy égale à 0 localement pour y en fonction de x autour du point x0, y0. Et vous allez voir que tout ce qui vient après ça, c'est une conséquence directe de ceci. Hein? Donc, on avait vu dans le théorème de la fonction implicite que, bon, je peux écrire y en termes de x. H de x0, ça va être y0. Donc, il faut que ça corresponde au point x0, y0. Et puis, la dérivée de la fonction implicite, ici, j'avais une formule qui faisait aussi partie de l'énoncé du théorème de la fonction implicite. Donc, il me permettait de calculer cette dérivée-là
en termes des dérivées partielles de g par rapport à x et par rapport à y au point x0, y0. Donc ça, vous irez revoir le théorème de la fonction implicite. Vous allez voir que tout ce que j'ai écrit là, c'est tout contenu dans ce théorème-là. Ça veut donc dire que quand je regarde l'équation, la fonction f restreinte à c, étant donné que c, là, je peux l'écrire comme y en termes de x, ben, f restreint à c, là, je peux prendre la fonction f minuscule puis remplacer le y par h de x. Donc, ça devient maintenant une fonction qui dépend juste d'une variable. OK? Donc, ça, ici, cette expression-là, c'est équivalent à étudier la fonction f restreinte à la courbe C, autour du point x0. Et puis, puisque, par hypothèse du théorème ici, que x0, c'est un extrémum de cette fonction ici, ça doit donc être un extrémum de cette fonction qui dépend juste d'une variable. Puis donc, on sait, à partir du calcul différentiel qu'on voit en première année, ça veut donc dire que x0 doit être un point critique de f majuscule. C'est-à-dire, si je calcule la dérivée de f majuscule au point x0, je dois avoir 0. Mais calculons cette dérivée-là en utilisant la règle de dérivée en chaîne ici. Donc, si j'ai ça, ça veut dire que dériver ceci par rapport à x, j'ai d'abord la dérivée partielle de f par rapport à x, évaluée à x0, h de x0, plus la dérivée de f par rapport à y, fois la dérivée de y par rapport à x, qui est h' de x0. Là, h de x0, c'est y0. Puis h' de x0, c'est ce que je vous avais dit, qui est une conséquence des formules qu'on voit dans l'énoncé du théorème de la fonction implicite. Alors ici, tout ce que je fais, c'est que je reprends cette équation ici, et puis je remplace h de x0 par y0, puis je remplace ceci par son expression que j'ai là. Donc, au point x0, y0, je dois avoir que cette équation ici est satisfaite. Donc, la quantité que j'ai ici, df dy, divisé par dg dy au point x0, y0, je vais l'appeler lambda. Ça va être ça le multiplicateur de Lagrange. Mais pour l'instant, je donne juste un nom à cette quantité-là. Je l'appelle lambda. C'est-à-dire, donc, j'ai fy sur gy égale à lambda. C'est la même chose en faisant un produit croisé à dire que fy égale lambda gy. Puis une fois que j'ai remplacé tout ceci par lambda, ce que j'ai, c'est que fx plus lambda fois moins dg dx égale à 0. C'est-à-dire que df dx égale à, en mettant tout ceci de l'autre côté de l'équation, df dx égale à lambda dg dx. Donc j'ai df dy égale lambda dg dy, df dx égale lambda dg dx. Donc, effectivement, ce que j'ai, c'est que le gradient de f au point x0, y0 est égal à lambda fois le gradient de g. OK? Donc ce théorème ici, c'est une conséquence directe du théorème de la fonction implicite qu'on a vu il y a 2 mois passés. OK. Une remarque avant qu'on passe à un exemple. Dans plusieurs cas en application, il va arriver que la courbe C que j'ai ici, là, elle est bornée. C'est-à-dire qu'elle ne s'en va pas à l'infini. Elle est contenue là, dans une boule grande assez. Okay? Donc, il n'y a pas de portion de la courbe qui s'en va à l'infini. Dans ce cas-là, la fonction f restreinte à C, en fait, admet des max globaux puis des min globaux. Fait que c'est pas juste local, c'est la plus grande valeur possible pour f sur la contrainte. Donc, cette valeur-là est atteinte. Ce maximum-là est atteint. Et ce minimum-là est atteint. Pourvu que C soit borné. OK? Alors, si on veut résoudre le problème de... J'ai une fonction f objective, que je vous rappelle en économie, ça pourrait représenter une fonction profit. Une courbe qui représente une contrainte qui est bornée. Alors, c'est possible de trouver sur la courbe des contraintes
un point qui représente le maximum possible du profit. OK? Puis aussi un point qui représente le minimum possible du profit. Fait que, évidemment, si on est un entrepreneur, on ne veut pas ce minimum, on veut le maximum. Mais, donc, c'est une remarque, puis on va l'approfondir, cette remarque-là, à la dernière capsule, qui nous garantit que ces max et min globaux-là existent. Ça veut dire que pour les trouver, on fait une liste de points. Si jamais la courbe C, ce n'est pas une courbe fermée, mais c'est une courbe qui a deux bouts. OK, bien, je vais chercher les bouts. OK, puis je les mets dans un tableau. Il va falloir que je les teste. Je vais aussi aller chercher, s'il en existe, des points qui sont tels que le gradient de G est égal à 0 sur C. Parce que dans ce cas-là, le théorème ne s'appliquerait pas. Hein? Donc, c'était une des hypothèses du théorème. Donc, il faut que j'aille chercher ces points-là aussi puis les tester. Le max global puis le minimum global pourrait se trouver là aussi. Puis enfin, aller vérifier les solutions de l'équation que j'ai ici. Dans presque tous les cas, ça va nous donner une liste, une certaine liste finie de points. Alors, vous prenez chacun des points qui se retrouvent dans cette énumération-là, et puis vous les mettez toutes dans la fonction objective, dans la fonction f. Vous allez évaluer, vous allez voir, il va y en avoir qui vont donner la plus grande valeur, puis d'autres qui seront la plus petite valeur. Fait que cette plus grande valeur-là, c'est le maximum global, et la plus petite valeur sera le minimum global. Donc, on va approfondir avec l'exemple que j'ai ici. J'ai une fonction f qui va de R2 dans R2, définie par f de xy égale x fois y. Et puis, C, la contrainte, c'est essentiellement le cercle de rayon 2, centré sur l'origine. Donc, on a certainement une courbe bornée. Il n'y a pas de bout. OK? Alors, on veut trouver les max et les min globaux de la fonction f sujette à la contrainte que x carré plus y carré soit égal à 4. Alors, avant d'attaquer les calculs, allons voir à quoi ce problème-là ressemble avec un graphique que j'ai produit à l'aide de Maple. Donc, ici, vous avez la courbe C, qui est la contrainte, hein, donc x carré plus y carré moins 4 égale à 0. Donc, essentiellement, je veux prendre la fonction f de xy égale à x fois y, et puis l'évaluer seulement sur les points qui sont sur le cercle en rouge. Alors ici, plus bas, j'ai le graphe de la fonction f de xy égale xy. On se rappelle, c'est une fonction dont la forme est un col. OK? Donc, moi, ce n'est pas toute cette surface-là que je veux analyser. Je veux prendre les valeurs de xy qui sont sur le cercle, et puis je veux évaluer la fonction f sur ce cercle-là. Donc, regardez ici, là, si je regarde à partir du dessus, ici, là, vous voyez le cercle en rouge. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ces points-là, et puis je les ai évalués sur le graphe en jaune, et vous voyez ainsi, donc, la représentation de f restreinte à la courbe C. Donc, sur cette courbe ici, en rouge, je vais aller chercher la plus grande valeur possible de Z et la plus petite valeur possible de Z. Alors, les calculs qu'on va faire ici vont aller chercher ces points-là. OK, mais ici, visuellement, on voit qu'est-ce qui se passe là, graphiquement, avec ce problème d'optimisation avec contrainte-là. OK, alors, première chose qu'on va faire, c'est que, bon, la fonction G, comme je disais tout à l'heure, c'est la contrainte, je vais la voir comme G de xy égale à x carré plus y carré moins 4. Donc, comme je disais, cette courbe-là n'a pas de bout. Alors, je dois voir, est-ce qu'il y a des points sur le cercle où le gradient est égal à 0. Donc, le gradient de gx est égal à 2x. Le gradient gy, c'est égal à 2y. Donc, pour que le gradient de g soit égal à 0, il faut que j'ai x, y égale à 0, 0. Mais ça n'appartient pas à la courbe C. Hein? Pourquoi? Ben parce que x carré plus y carré, 0 carré plus 0 carré n'est pas égal à 4.
Ça fait que... Donc, je n'ai pas de point comme ça non plus. Alors, essentiellement, le problème maintenant se réduit ici à rechercher les équations ici, là, qui viennent de la formule des multiplicateurs de Lagrange. Donc, j'ai déjà calculé le gradient de G. Il me reste à calculer le gradient de F. Donc, le gradient de F, je vais l'avoir en regardant ici, c'est quoi F. Donc, le gradient de F, je vais avoir besoin de Fx. Alors, Fx, la dérivée de ceci par rapport à x, c'est y. Et puis, la dérivée par rapport à y, c'est x. Donc, Fx est égal à y. Et Fy, c'est égal à x. Donc, on doit résoudre Fx égale lambda Gx. Donc, Fx égale lambda Gx, je l'avais calculé ici, 2x fois 2x. Fy égale lambda fois Gy. Gy, je l'avais calculé ici comme étant 2y. Et puis aussi, il faut que je m'assure que le point xy satisfait la contrainte. Donc, est sur le cercle. Donc, j'ai une troisième équation. Il faut aussi que x carré plus y carré soit égal à 4. Donc, je dois résoudre simultanément ces trois équations-là pour x, y et lambda. Donc, je dois énumérer toutes les solutions possibles. OK? Alors, bon, encore une fois, je vous répète, il n'y a pas d'algorithme magique qui va vous permettre de trouver toutes les solutions dans tous les cas possibles. On doit exploiter la structure du système d'équations qu'on obtient. Et puis, s'il y en a qui sont faciles à résoudre, ben, on les résout. Et puis, on fait sûr d'avoir satisfait à toutes les équations. Alors, par exemple, ici, je peux dire, OK, cette équation-là me dit que x égale à 2 lambda y. Donc, je peux aller la mettre dans cette équation ici. Puis, je vais obtenir une équation qui semble... Ou vice-versa. Je peux prendre celle-ci, puis dire, bon, ben, j'ai y égale 2 lambda x, puis la mettre ici. Peu importe. Donc, mettons celle-ci dans celle-là. Et je vais donc avoir x égale lambda fois 2 fois lambda fois 2 fois x. C'est-à-dire x égale à 4 lambda carré x, que je peux écrire en mettant ceci de l'autre côté de l'équation. Je vais factoriser. Je vais avoir x fois 1 moins 4 lambda carré égale à 0. Okay? Ou x 1 moins 2 lambda, 1 plus 2 lambda égale à 0, parce qu'ici, j'ai une différence de 2 carrés. OK? Alors, j'ai essentiellement ici un produit de 3 nombres, puis ce produit-là doit être égal à 0. Alors, dans les nombres réels, la seule manière que c'est possible, c'est qu'il faut qu'il y en ait au moins un de ces termes-là qui soit égal à 0. Alors, j'ai 3 possibilités à explorer jusqu'au bout. Je dois aller regarder la possibilité que x soit égal à 0, ou la possibilité que lambda soit égal à 1/2, ou la possibilité que lambda soit égal à moins 1/2. OK? Donc, en ayant pris ceci, puis en ayant mis dans cette équation-là, on arrive à la conclusion qu'on doit avoir une de ces 3 possibilités ici. OK? Alors, continuons le calcul. OK? Donc, je vais avoir besoin... J'ai x dans un cas, j'ai lambda dans les autres. Donc, il faut que j'aille chercher les 2 autres variables. Il manque 2 autres variables dans chacun de ces 3 cas-là. Donc, commençons avec la première colonne ici, avec la colonne x égale à 0. Hein? Donc, j'avais commencé avec l'hypothèse que y égale lambda fois 2x. Alors, si x égale à 0, ça veut donc dire qu'il faut que y soit égal à 0 aussi, en vertu de cette équation ici. Hein? Je mets x égale à 0. Je veux donc avoir y égale à 0. Donc, ça implique que y égale à 0. Puis là, je regarde dans cette équation-là, puis je note que par contre, x carré plus y carré, si x égale 0 puis y égale à 0, ça me donne 0.
au carré plus 0 au carré, qui n'est pas égal à 4. Fait que dans cette colonne ici, c'est impossible de satisfaire la troisième équation. Donc cela nous mène à aucune solution réalisable. Ce qu'on la laisse de côté. On va regarder maintenant la deuxième possibilité, que lambda soit égal à 1/2. Donc, encore une fois, je commence avec l'hypothèse que j'avais commencé avec ici, que y est égal à lambda fois 2x. Donc, si lambda égale 1/2, ça veut dire que y égale 1/2 fois 2x. Ça veut donc dire que y égale à x. Hein, donc, y égale à 2 lambda x. Ça veut donc dire que y égale à x. Et allons voir maintenant dans l'équation que j'ai ici. J'ai donc x carré plus, si y égale à x, j'ai x carré égale à 4. J'ai donc 2x carré égale à 4 qui me donne x carré égale à 2, qui me donne x égale plus ou moins racine de 2. Et puis, en ayant pris y égale à x, ça force y à avoir aussi la valeur racine de 2 ou moins racine de 2 selon le choix que j'ai fait pour x. Donc là, j'ai deux points qui me sont donnés ici. J'ai le point racine de 2, racine de 2. Puis j'ai le point moins racine de 2, moins racine de 2. Puis lambda égale à 1/2. Lambda, il est là comme un outil pour m'aider à trouver les points, mais à la fin du compte, là, il n'est pas plus utile là, que ça. C'est un indicateur pour m'aider à trouver les points critiques de la fonction avec contrainte, mais ce qui est vraiment important, là, ce sont les points que je viens de trouver ici. Donc, x égale racine de 2, y égale racine de 2, ou x égale moins racine de 2, y égale moins racine de 2. Donc, cette colonne ici m'a donné deux solutions. Donc, je les garde, je les mets en réserve. Ces deux solutions-là. Enfin, je vais aller voir le cas où lambda soit égal à moins 1/2. Encore une fois, je vais prendre de la formule y égale 2 lambda x. Ça va me donner y égale moins x cette fois-ci, que je vais maintenant remplacer dans l'équation pour la contrainte. J'ai donc x carré plus moins x au carré égale à 4, qui encore une fois me donne x carré plus x carré égale à 4, et puis donc x égale plus ou moins racine de 2 encore, mais la différence ici c'est que le y c'est moins x. Donc si je choisis la racine positive ici, il faut que y soit égal à moins racine de 2, et vice versa. Donc ça me donne ici 2 points, racine de 2, moins racine de 2, et puis moins racine de 2, racine de 2. Donc là aussi, j'ai trouvé 2 points. Alors, quand je vais regarder dans la liste des possibilités ici, j'avais pas de point ici, j'avais pas de point ici, puis ici, j'en ai trouvé 4. Ça veut donc dire que je dois tester ces 4 points-là. Ça veut dire quoi tester les points? C'est que je construis un tableau de valeurs. C'est-à-dire que je mets ici, dans une colonne, chacun de ces 4 points-là, puis dans l'autre colonne, je vais évaluer la fonction qui était objective, la fonction f de xy égale x fois y. Donc j'avais quoi? J'avais racine de 2, racine de 2, j'avais racine de 2, moins racine de 2, j'avais moins racine de 2, racine de 2, et puis moins racine de 2, moins racine de 2. Alors je dois prendre à tour de rôle chacun de ces points-là et puis les remplacer, les évaluer dans cette fonction ici. Donc ça me donne 2, ça me donne moins 2, ça me donne moins 2, puis ça me donne 2. Fait que je peux en conclure que ce sont ici les max globaux, et puis ici, j'ai les min globaux. Fait que je vais chercher les plus grandes valeurs puis les plus petites valeurs. OK? Ça fait que, donc ici, on voit que la fonction a un maximum global. La fonction f restreinte à la courbe C a une valeur maximale de 2
à ces 2 points ici, puis une valeur minimale de moins 2 à ces 2 points-là. Fait que si on retourne garder sur le graphe de Maple qu'on a ici, là, c'est exactement les points qu'on a trouvés ici. Alors, le point que j'ai là, puis le point que j'ai là, ce sont les points racine de 2, puis moins racine de 2, moins racine de 2. Et puis, donc, vous voyez ici que la valeur maximale, comme prévu, là, était 2. Ça, c'est la hauteur maximale de la courbe en rouge sur ce graphe-là. Et puis, la valeur minimale, c'est moins 2, puis elle se produit à ce point ici, puis à l'autre point, qui sont racine de 2, moins racine de 2, puis moins racine de 2, racine de 2. Okay, donc, analytiquement, on a essentiellement été retrouver l'information, ou calculer l'information qui était présente visuellement sur ce graphe ici. Okay, alors, voilà pour la technique des multiplicateurs de Lagrange.